thank you to the organizers. And I thought I already come up because then we save a little bit of time. We're behind. And, yes, thank you. So the work that I'll be presenting is part of our work on the Urban Burden of Disease project. UBD Policy, it's a project funded by the Horizon program, where we look at trying to improve the health estimations in cities in relation to environmental stressors, and also do some costing of those. We're working with a data set of 1,000 cities, for which I'll be presenting some results. And also we've got some case city studies where we do some more in-depth work looking at the interventions that are taking place or may be taking place, and see what are the related health benefits of those, and also the costing of those. Brussels is actually one of our cities that we're interested in and also working with. The consortium is relatively small and includes only 6 partners, including HEAL, the organizer for here. Les organisateurs sont ici notamment. Le projet a commencé en janvier 2023. Là, c'est le cadre où nous travaillons. On parle de la conception urbaine, de la mobilité, qui sont toutes liées entre eux. Donc, comment vous conceptualisez une ville? Comment les gens se déplacent en ville? Si vous créez une ville qui est adaptée aux voitures, ben, il y aura beaucoup de voitures, beaucoup de bruit, pas beaucoup de place pour la collectivité. Et il y aura plus de mortalité ou de morbidité. Mais si, par exemple, vous investissez, vous créez une ville où le vélo serait le moyen de transport principal, les personnes feraient plus de vélo, il y aurait un air plus pur, il y aurait moins d'émissions, il y aurait moins de bruit. The data set that we'll work with is this, what you can see here, range of cities defined by the JRC, where we have areas for, and they're also varying quite a lot in the number of people living in them. To do the estimations, we use a comparative risk assessment approach using the Utopia tool that's been developed. It's a fairly simple approach, but quite robust, and also, it provides estimates of mortality or morbidity. Cela dépend ce que vous regardez pour regarder les taux de morbidité et de mortalité. Combien? En fait, ici, ce que l'on a vu, c'est que si nous utilisons les nouvelles normes de l'OMS, nous pourrions éviter 106 000 morts par an dans les villes. Cela reviendrait de la diminution des PM2,5. Mais bien sûr, nous savons également que les normes de l'OMS ne sont pas totalement protectrices pour la santé. Il y a quand même des effets en dessous de ces normes également. Donc, si vous essayez de diminuer les émissions comme elles sont dans les villes les plus basses, comme en Scandinavie, vous pourriez éviter davantage de morts. On pourrait réduire même à 200 000 morts, de 200 000 morts, les morts par année dans les villes. Si nous regardons ce que nous avons fait lorsque nous avons fait les classements, vous voyez qu'il y a des classements différents. Si vous regardez les PM2,5, on voit qu'en Italie, on voit que le taux de mortalité est le plus haut. On voit également, sans raison, par exemple en Pologne, du charbon qui brûle. Mais dans d'autres villes qui ont des hautes densités de trafic, le classement est également défavorable pour ces villes-là. Il y a beaucoup de
de mauvais gaz, mais quand on voit dans le bas, en bas, j'ai mis le lien avec toutes les données pour que vous puissiez voir le classement général. Alors, quelle est la contribution sectorielle du PM2,5 en termes de mortalité? On voit que pour les PM2,5, ce qui contribue le plus, c'est l'aspect résidentiel, en termes de pollution de l'air, qui est suivi directement par l'agriculture. C'était un peu surprenant de voir que l'agriculture avait une influence dans nos villes, mais apparemment, donc c'est la deuxième cause d'émission de PM2,5. Ceci est suivi par l'industrie et ensuite par le transport. D'autre part, lorsque vous voyez le dioxyde d'azote, ce que l'on voit, c'est que c'est en raison du transport. On voit que le dioxyde d'azote est dû au transport. On voit que c'est assez différent. Vous pouvez voir sur la carte également. On voit également dans le nord de l'Europe, on voit que l'agriculture est le contributeur principal. Dans d'autres régions, ça va être plus l'aspect résidentiel qui est mis en exergue. Pour le dioxyde d'azote, on voit donc que c'est vraiment le secteur du transport qui contribue à travers l'Europe au complet. L'autre chose à voir, c'est que la ville contribue elle-même à la pollution de l'air et à la mortalité qui est associée. Cela diffère également si vous regardez par exemple le PM2,5, si on regarde la mortalité qui est associée au PM2,5, on voit que la vie seule contribue à 13,5% de cette mortalité. Donc c'est une petite proportion, alors que la plupart des contributions viennent du pays ou de l'étranger, de l'exposition à l'étranger. D'un autre côté, si vous regardez le dioxyde d'azote, on voit que là, c'est la ville qui contribue beaucoup plus à l'exposition à ce dioxyde d'azote, qui est suivi ensuite par la ville et puis par les frontières. Donc, le schéma est assez différent. Donc, on voit que la ville, en ce sens, n'a pas tant d'influence sur le PM2,5, enfin, sur l'exposition à ce PM2,5 et à la mortalité qui est associée. On voit davantage pour le dioxyde d'azote. Vous pouvez regarder les classements par ville. Qu'est-ce que cela veut dire pour nos politiques? Ça, c'est bien sûr, nous avons besoin de règles européennes plus strictes. Demain, j'espère que nous aurons des votes positifs en ce sens. Mais aussi en termes de dioxyde d'azote, il faut qu'il y ait plus d'actions locales. Vous pouvez penser aux émissions, aux basses émissions. On voit qu'il y a plus de transport qui est actif. Vous pouvez voir en dehors des villes, vous pouvez voir comment les villes ont de l'influence. Mais lorsque vous regardez un pays plus grand ou si vous regardez à l'échelle interrégionale, vous pouvez voir qu'il y a d'autres types de mesures de politique qui sont prises en compte. Mais je pense qu'on ne parle pas seulement de pollution de l'air. Si on veut regarder les choses de façon plus holistique, on voit qu'il y a une incidence à Barcelone. On voit qu'il y a différents facteurs, pas seulement de pollution de l'air, mais il y a une contribution à la mortalité, mais il y a également le bruit, la chaleur, le manque d'activité physique qui sont à prendre en compte. Et nous voyons que 20% de la mortalité générale est liée à ces facteurs. Donc, nous devons améliorer la pollution de l'air, ou en tout cas la diminuer, mais nous devons améliorer la qualité de l'air, mais nous devons surtout faire en sorte que les politiques prennent en compte des espaces plus verts, une activité physique. De plus, nous devons voir nous devons voir les choses en dehors du cadre général. On voit que l'absence d'espace vert entraîne une mauvaise santé mentale, mais également plus de mortalité.
Nous avons évalué dans les 1000 villes que nous avons évaluées qu'on pourrait diminuer 2094 morts par an ou 43% si nous verdissions nos villes davantage. Je rectifie 43 000 morts par an. L'OMS dit que tout le monde devrait vivre à 200 mètres environ d'un espace vert. En termes d'espace vert, il y a beaucoup de bénéfices pour la santé également. Ce que nous devons regarder, c'est ce que j'appelle les nouveaux modèles urbains, comme donc les quartiers où il n'y a pas beaucoup de trafic. Nous allons en parler. Les villes de 50 minutes qui ont été mises à l'avant à Paris, les quartiers sans voiture comme Fribourg en Allemagne, ou alors les superblocs de Barcelone. Je vais vous donner une explication rapide pour les superblocs parce que je pense que c'est une idée formidable. En fait, l'idée des superblocs, c'est que vous empêchez certaines rues de pouvoir aller en voiture qui seraient consacrées uniquement au vélo ou aux piétons. Et sur la partie droite, on voit vraiment que le transport ne change pas. On voit par exemple l'exemple à Barcelone dans la photo du dessus, c'était le marché de Saint-Anthony. Et puis là, on voit après comment c'est fait. On voit qu'il y a peu de voitures, qu'il y a beaucoup plus d'espaces verts. Les gens se promènent. Je pense que ça, c'est l'après-midi, donc c'est la période de la sieste. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens, mais vous comprenez l'idée qui a un effet sur l'environnement. L'idée, c'était d'implémenter des super blocs à Barcelone. Nous avons fait une modélisation pour voir quels seraient les bénéfices. Et ce que nous avons attendu, c'était une réduction de 19,2% de voitures, une 25% de dioxyde d'azote, une diminution du bruit de 2,9 décibels, une augmentation par 3 des espaces verts. On a évalué que si on introduisait ce nouveau modèle urbain, on pourrait promouvoir 667 morts par an à Barcelone. On a vraiment des niveaux de dioxyde d'azote assez élevés à Barcelone, donc il y a beaucoup à réduire là-bas. Mais aussi, cela pourrait prévenir beaucoup de morts parce que le réchauffement des villes diminuerait également, les bruits également. Et bien sûr, il y aurait également une augmentation des activités physiques. Ici, on n'avait pas encore de données sur les activités physiques, mais vous pouvez voir que dans le modèle urbain, il y a également d'autres facteurs qui sont importants pour la santé. Pour arriver à cela, nous devons adopter une approche multisectorielle. J'en parle d'une perspective de santé publique. On doit aussi impliquer des personnes du secteur éducationnel parce que beaucoup de personnes beaucoup d'enfants vont à l'école en voiture parce que ce n'est pas sûr. Donc, il faut aussi, on se dit que ce n'est pas sûr, donc on les emmène en voiture à l'école, mais est-ce que des choses peuvent être faites? Je pense que oui. Je vous montre Séoul avant, qui avait des routes fort empruntées. Puis, nous avons amélioré les choses. Düsseldorf en Allemagne, les Allemands adorent les voitures, mais ils ont été ravis d'abandonner un peu de route ici à Düsseldorf pour avoir des zones vertes au bord de l'eau où les personnes pourraient profiter avec moins de voitures. Thinking about, in the 70s, there were a lot of cars around. There was a lot of pollution around. Nowadays, everyone seems to cycle. And it's in many, I think, Dutch cities you actually see this, that it's taken a long time, but it's possible.
If you want to know a bit more about our project, UBD Policy, please visit our website with some examples as well, and it keeps us up to date. And if you have any questions, I'm happy to answer them, or you could email me, because I think we don't have any time and we go straight to the next presentation, but I'm always happy to address your questions. And finally, I would like to thank all my co-workers who all do the work, and I'm here presenting. Thank you.